Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette heure de discussion avec Martine Di Bertino. Martine Di Bertino est écrivain, philosophe, médiatrice, également formatrice dans le domaine de la médiation. Vous venez de sortir votre dernier livre qui s'appelle « Sauver notre société, utopie ou réalité » que vous pouvez retrouver au stand B453 dans le salon. Martine Di Bertino, hier nous avons parlé assez en détail du livre, de certaines des aspects passionnants de son dernier ouvrage. Aujourd'hui, la discussion va se centrer un peu davantage sur le thème du travail. Le titre de la conférence aujourd'hui ou de cette discussion s'appelle « Le bonheur au travail comme facteur d'efficacité n'est pas une utopie mais une nécessité ». Alors on va pouvoir avoir la chance de passer 1 heure ensemble. N'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions, à manifester votre intérêt ou certains thèmes que vous souhaiteriez approfondir. On est consciente du fait que c'est pas une salle qui est forcément qui se prête très bien à l'interaction. On vous voit un peu à travers les lumières, mais en tout cas n'hésitez pas à faire un petit signe de la main. On a un micro qui peut se déplacer, venir auprès de vous, et vous êtes vraiment les bienvenus pour poser vos questions, puisque en fait le thème de la conférence aujourd'hui nous concerne certainement tous, vous concerne certainement beaucoup, puisque ce sont des situations très concrètes qui concernent le travail, le bonheur au travail, comment l'être humain s'accomplit ou ne s'accomplit pas dans son travail, pourquoi et comment changer aussi les situations. Alors, la toute première, peut-être le premier point de départ, Martine Di Bertino, c'est que vous faites plusieurs constats sur le monde du travail. Vous dites, en fait, votre point de départ, un peu, c'est de dire, quand on est un employé, quand on travaille dans une institution, quelle qu'elle soit, on nous demande au fond de laisser nos émotions, ce que vous appelez nos programmations émotionnelles, au vestiaire en quelque sorte. Quand on franchit le pas de notre entreprise, de notre lieu de travail, on serait censé abandonner toute une partie de nous-mêmes et de fonctionner en fait d'une manière différente, ce qui nous demande de nier une partie de qui nous sommes en tant qu'être humain. Alors est-ce que vous pouvez peut-être développer un petit peu ce point de vue? Alors, D'abord, je pense qu'il faut parler du point de vue de l'entreprise, du point de vue personnel, et ensuite par rapport à la société. Dans ce sens que dans notre société, nous avons une convention qui est très forte quand même, qui est que le travail est un domaine et la vie privée est un autre domaine. Donc déjà, au niveau de notre société, il est très clair que pour toute personne, on va accepter l'idée de faire une grande différence entre la vie privée, la vie personnelle et le travail. Bon, maintenant, il faut déjà savoir ce que veut dire vie personnelle. Alors, vie personnelle, c'est vrai que c'est la vie affective de quelqu'un, sa vie familiale, ses amis, etc. Mais en même temps, on peut inclure dans la vie personnelle la personnalité, justement, d'un individu. On peut inclure les sentiments d'un individu et on peut inclure les émotions d'un individu. Alors la question déjà qu'il faut se poser, et il me semble que la réponse est toute faite, est-ce que une personne va être capable de vivre sa personnalité, son individualité, d'éprouver des sentiments et d'éprouver des émotions chez elle, dans sa vie personnelle, et est-ce que elle va être capable, et même on pourrait se poser la question, est-ce que ce sera nécessaire, que lorsqu'elle arrive à son travail, elle fasse fi de tout ce qui existe à l'intérieur d'elle, de tout ce qu'elle est, pour pouvoir accomplir un travail correct au sein de son entreprise. Donc déjà, il y a cette question à se poser. Pour moi, la réponse est toute faite. C'est que, d'une part, ce n'est pas nécessaire, et d'autre part, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que un être humain est tel qu'il est, et on ne peut pas lui demander de se transformer, de devenir une machine, parce qu'il va travailler dans une entreprise. Alors maintenant, si on se place du point de vue du chef d'entreprise, de notre société, on va dire que effectivement, il est tout à fait normal que lorsqu'une personne va travailler, elle est là évidemment pour faire des performances, elle est là pour permettre à l'entreprise de gagner de l'argent.
Et que même si on prend soin de cet employé, il est évident que s'il laisse transparaître ses sentiments et ses émotions au sein de son entreprise, il va empêcher l'entreprise de fonctionner correctement, il va perturber ses collègues de travail, et il ne va pas avoir un rendement qui est évidemment à l'avantage de son employeur. Alors là encore, je dis non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que si une personne a des sentiments et des émotions, ce que de toute façon toute personne va avoir, parce qu'on ne peut pas oublier ce que nous avons vécu avant de venir au travail, c'est impossible. On peut le fuir, mais on ne peut pas oublier. Ce sont deux choses complètement différentes. À partir du moment où une personne a des sentiments et où elle a des émotions, si ces sentiments et ces émotions sont refoulés pendant sa journée de travail, cette personne va de toute façon avoir un mauvais rendement, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que perturbée par ses problèmes, puisqu'elle ne peut pas les exprimer, puisqu'elle ne peut pas être elle-même, puisqu'elle ne peut pas partager ce qu'elle est en train de vivre, elle va avoir différentes attitudes, différentes réactions tout au long de sa journée de travail, qu'on pourra d'ailleurs, si vous voulez, développer plus tard. Elle va avoir différentes attitudes qui vont démontrer que, effectivement, ce n'est pas à l'avantage de son employeur. Est-ce que vous pouvez peut-être donner un exemple justement de ce que vous appelez, ou peut-être vous pouvez rapidement expliquer quelle différence vous faites entre émotion et sentiment, et nous dire quelles sont les émotions qui peuvent perturber en fait l'environnement de travail ou la vie professionnelle d'une personne, et par extension d'un groupe et d'une entreprise. Alors si on parle déjà des sentiments, je pense qu'on peut quand même aborder le sujet des sentiments, parce qu'on peut se dire, bon, des sentiments c'est sympathique, c'est agréable, on peut avoir un sentiment de joie, de bonheur, donc effectivement ça ne va pas perturber notre employeur, ça ne va pas perturber notre entourage. Mais quand même c'est important d'aborder le sujet, parce que un sentiment découle de quoi ? Un sentiment découle de la personnalité d'un individu. Sa personnalité, c'est quoi ? Ce sont ses qualités, ce sont ses besoins. Ce qui veut dire que là, déjà, on peut encore aborder ce sujet-là. Est-ce qu'une personne qui n'est pas consciente de ses besoins, qui ne connaît pas sa personnalité, est-ce que cette personne va avoir un bon rendement dans son entreprise si elle n'est pas à sa place, et si le travail qu'elle fait ne correspond pas à ses talents, à ses besoins, à ses qualités. Donc, vous voyez, les sentiments ont ici une grande importance. Et plus une personne va découvrir ses sentiments, va les connaître, va découvrir qui elle est, quelle est sa personnalité, et plus elle va pouvoir choisir un métier qui lui conviendra. Et même si elle ne choisit pas un métier qui lui convient pas, même si elle choisit un métier qui ne lui convient pas, elle va savoir s'adapter, elle va savoir finalement vivre correctement ce métier, parce qu'elle l'aura choisi librement, pour une raison ou pour une autre, mais en tout cas elle l'aura choisi librement. Ensuite, si on parle des émotions, là on parle d'un sujet un peu plus difficile, n'est-ce pas ? Un sujet un peu plus tabou. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'émotions, on parle de peur, on parle de doute, on parle de colère, on parle de difficultés d'ordre émotionnel, et nous savons tous que une difficulté d'ordre émotionnel va amener une personne, en tout cas une difficulté d'ordre émotionnel découle au départ d'une souffrance, découle au départ d'un mal-être, d'une question qu'une personne se pose sans pouvoir trouver de réponse. Donc, il est évident que ce mal-être va avoir des conséquences, et la première conséquence que ce mal-être va avoir, c'est un problème de concentration. Parce qu'une personne qui est libre de ses pensées, même si elle a des difficultés dans sa vie, si elle sait que son entourage est au courant de ce qu'elle est en train de vivre, sans pour autant que ce qu'elle vit prenne le pas sur son travail. Si cette personne est responsable, elle ne le fera pas. Mais à partir du moment où elle se sent comprise, où elle sait qu'autour d'elle, certaines personnes sont au courant de ce qu'elle est en train de vivre, et qu'elle est respectée dans ce qu'elle est, même si ces difficultés émotionnelles sont là, elle va pouvoir mieux se concentrer sur son travail. Il est évident aussi qu'une personne qui va avoir des difficultés chez elle, si elle ne peut pas en parler, va avoir des frustrations d'autant plus grandes. Et ces frustrations vont l'amener à des tensions nerveuses, donc avoir une irascibilité peut-être qu'elle n'aurait pas habituellement. Elle va avoir des tendances à s'isoler aussi,
ce qui va découler sur des problèmes de communication avec son entourage. Elle va avoir, évidemment, que si on regarde tout ce qui va se passer pour elle, puisque du fait qu'elle va développer des difficultés avec son entourage à cause de ses problèmes personnels, elle va aussi avoir des conflits, donc il va y avoir des rapports de force qui vont s'installer, peut-être encore des peurs qui vont déboucher aussi plus tard sur un sentiment d'échec et sur une sensation finalement qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle n'est pas heureuse dans son travail ou tout simplement que ses collègues de travail ne l'aiment pas, ne l'acceptent pas et qu'elle n'a rien à faire ici. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je fuis. Donc vous voyez, les problèmes émotionnels que nous avons à l'intérieur de nous, pas que nous avons à la maison, ils sont à l'intérieur de nous. Nous les apportons avec nous comme la tortue apporte sa carapace. Donc les problèmes émotionnels que nous allons avoir, encore une fois, on va se poser la question, faut-il les laisser à la porte ? Est-ce que c'est possible ? Ou faut-il les prendre avec nous ? Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va en faire ? Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir, à partir du moment où l'environnement, où l'entreprise accepte que ses collaborateurs soient des êtres humains à part entière, à partir de ce moment-là, comment un directeur d'entreprise, comment l'entreprise va-t-elle fonctionner pour que finalement l'être humain qui est le collaborateur et le collaborateur lui-même qui est là pour faire marcher cette entreprise, comment peuvent-ils vivre en bonne intelligence ? Effectivement, je pense que c'est la prochaine question vraiment qui s'impose. Quand on vous écoute, on se dit que ça paraît vraiment évident en fait que n'importe quel collaborateur que ce soit d'une entreprise ne puisse pas laisser ses émotions, sa personnalité, ses difficultés ou ses qualités aussi au vestiaire. Effectivement, si on accepte le fait qu'on doit pouvoir considérer toutes les personnes d'une entreprise comme des êtres humains dans toutes leurs dimensions, comment est-ce qu'on fait ? Et finalement, avant ça, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Parce que finalement, ça paraît tellement évident que l'être humain ne peut pas se nier lorsqu'il franchit la porte de son travail. Mais pourquoi est-ce qu'on le nie alors au fond ? Quelle est la cause ? Puisque votre philosophie s'attaque toujours ou s'attache toujours finalement à déterminer les causes. Alors, on le nie pour différentes raisons. On le nie pour des problèmes d'orgueil, pour des causes d'orgueil. On a déjà débattu de ce sujet hier, d'ailleurs, on a parlé de l'orgueil. Mais il y a aussi une image, une convention de notre société qui dit qu'on ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger le travail, les choses matérielles, le pouvoir des choses personnelles. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en l'être humain. Et ce qui est étrange, en fait, c'est que l'on parle à un chef d'entreprise ou que l'on parle à un collaborateur qui pourtant lui-même va souffrir de cette situation, les deux vont être d'accord pour dire que ce n'est pas possible. Alors, si on se place du point de vue du collaborateur, du chef d'entreprise, lui, évidemment, que sa peur sera que les problèmes émotionnels du collaborateur transparaissent sur son travail, dérangent ses collègues de travail et que finalement le rendement soit moindre et que cette personne empêche justement la situation de bien se passer au sein de l'entreprise. Et évidemment, on sait que dans une entreprise, la plupart du temps, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise va vouloir ? C'est que l'argent rentre. Voilà. Alors donc, on a toujours cette vision des choses. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe au sein des entreprises, il y a énormément de réunions au sein des entreprises. La plupart du temps, au moins une fois par semaine, il y a des groupes de travail, les gens se rencontrent, on fait des points de vue, etc., etc. Mais les points de vue sont toujours faits sur la base de combien on va gagner, combien on n'a pas encore gagné, combien on risque de gagner, est-ce qu'on est bien organisé, qu'est-ce qu'on va faire comme projet, etc. Mais on ne parle jamais des êtres humains. C'est un sujet qui est devenu tabou. Alors, bon, on a parlé du point de vue du chef d'entreprise, mais on peut parler aussi du point de vue de l'employé, du collaborateur. Déjà, son point de vue, c'est que ce n'est pas possible. La plupart des gens que je vois, leur première réaction, c'est ce n'est pas possible. Et il y a évidemment certains milieux qui sont d'autant plus touchés. Je peux citer d'ailleurs le milieu où on traite des finances, dans le milieu bancaire, où là, c'est vraiment le sujet plus que tabou. On ne parle pas. Les êtres humains n'existent pas, finalement. On dit aux gens, il faut faire tel chiffre d'ici la fin de l'année, et finalement, les rapports s'arrêtent à ça. Et donc, du point de vue de l'employé, sa première action, c'est
on ne peut pas parce que ça ne se fait pas. Et si je me permettais d'être moi-même, si je me permettais de demander certaines choses, si je me permettais d'exprimer ma souffrance, parce qu'on parle bien de souffrance, hein, si je me permettais d'exprimer ma souffrance ou mon mal-être, je risque d'être mis à la porte, je risque d'avoir un blâme, je risque de déranger mes collègues de travail. Et donc la réaction de cette personne va être basée sur la peur. Et c'est vrai, il faut lui dire, sur une forme de lâcheté. Une lâcheté qui fait partie de notre société et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de fonctionner. Donc il y a déjà ces deux raisons, je dirais, fondamentales, qui sont des raisons qui sont exprimées par des individus, mais qui en même temps qui sont des conventions de notre société qui ont vraiment la dent dure et qui ne sont pas prêtes à s'éloigner de nous tant qu'on ne prend pas vraiment, tant qu'on n'est pas déterminé à changer les choses. Bon, maintenant, il va falloir qu'on se place d'un point de vue beaucoup plus, je dirais, personnel, individuel. À savoir que chaque individu dans une entreprise, là aussi, a une personnalité et il ne peut pas mettre sa personnalité au vestiaire quand il arrive, comme il met son manteau. Ça serait bien simple, mais c'est pas possible. Même si on le veut, c'est pas possible. Donc, on peut considérer que chaque personne qui a certaines qualités va avoir également des programmations émotionnelles, elle va avoir des peurs qu'elle transporte avec elle depuis son enfance, et ça non plus, elle ne pourra pas les mettre au vestiaire. Ce qui veut dire qu'une personne qui va travailler, par exemple, prenons un exemple, une personne qui travaille dans une entreprise et qui, depuis son enfance, a des difficultés à exprimer les choses, qui a un problème de communication, va avoir des attitudes très précises, va avoir une manière de fonctionner qui sera très précise, et si cette manière de fonctionner n'est pas détectée déjà par elle-même ou détectée par ses collègues de travail et sa direction, cette attitude va lui poser problème. Pourquoi ? Parce que dans un domaine qui est purement rationnel, on ne parle plus de spirituel ni d'émotionnel, dans un domaine qui est purement rationnel, à cause de ces problèmes de communication, cette personne va manquer de clarté. Elle va manquer de précision dans ses demandes, dans ses explications. Si c'est un cadre ou si c'est un chef d'entreprise, elle va déléguer d'une manière qui ne sera pas claire. Donc les ordres reçus ne seront pas forcément interprétés de la bonne manière. Et on va voir que, de fil en aiguille, un ordre donné d'en haut va finir en bas à travers des conflits, à travers des révoltes, à travers un sentiment d'injustice, à travers des difficultés d'ordre émotionnel qui vont venir se greffer sur l'ambiance du travail et qui va mal se passer. Et là, je vous donne un tout petit exemple du problème de la communication. Voilà. Et on pourrait citer bien d'autres exemples. On pourrait parler du problème d'une personne qui est dépendante affectivement, qui, dans le domaine de son travail, va répercuter sa dépendance et qui va avoir beaucoup de difficultés dans le regard, en état attentif au regard des autres, parce qu'elle aura besoin d'être reconnue par ses collègues de travail, elle aura besoin d'être reconnue par son directeur. Et si tout d'un coup elle tombe sur un directeur, par exemple, qui a une attitude négative, une personne qui a des problèmes avec l'autorité, cette personne va se sentir rejetée, mise à l'écart, et de nouveau, il va y avoir réaction en chaîne, sentiment d'injustice, sentiment d'isolement, rejet elle-même des autres collègues de travail, tension nerveuse, et nous allons voir que ces difficultés au travail, finalement, pourquoi ? Parce que les difficultés que nous avons nous-mêmes en tant qu'individus, n'étant pas exprimées et reconnues au travail, va se répercuter ensuite, c'est comme un effet de boomerang, va se répercuter ensuite dans la vie privée. Parce que la personne qui rentre chez elle, évidemment, ne va pas pouvoir oublier les souffrances ou le malaise qu'elle a vécu à son travail. Et on va voir que c'est comme une espèce de boule de neige qui n'arrête pas de grossir, qui fait qu'un jour, la personne va arriver à une dépression, et on ne sait pas pourquoi, parce que finalement... au fond, elle n'avait aucune raison d'avoir une dépression nerveuse, qu'on appelle actuellement burn-out, mais c'est la même chose. Hein. On reviendra peut-être justement au cas de burn-out et de différents cas de difficultés que vous avez eu l'occasion aussi de traiter, si je puis dire, ou en tout cas d'aider à résoudre, puisque vous travaillez dans des entreprises, dans l'administration publique, dans des organisations internationales, dans différents types d'entreprises où vous avez eu l'occasion d'intervenir en tant que médiatrice, en tant que personne qui aide la structuration, la restructuration d'équipe. Donc la question que j'ai envie de vous poser, en fait, c'est vraiment, vous posez un constat qui est tout à fait vraiment cohérent sur cette difficulté ou cette impossibilité à nier toute une partie de qui nous sommes en tant qu'être humain sur un lieu de travail. Maintenant, j'ai envie de vous demander, mais quelles sont les solutions ? Parce qu'on voit que nos entreprises
d'entreprise, qu'il s'agisse de bon, moi je connais en particulier l'administration publique, mais j'ai beaucoup d'amis, de personnes qui me racontent ce qui se passe sur leur lieu de travail, où on voit que partout il y a énormément de souffrance. Donc finalement, quelles sont les solutions? Par où est-ce qu'il faut commencer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du lieu de travail un lieu qui brise quelque part ce cercle vicieux que vous décrivez comme une boule de neige, où les problèmes au travail se répercutent sur les problèmes de famille et vice-versa, etc. Donc est-ce que le lieu de travail peut être un lieu où on peut briser ce cercle vicieux, et comment faire? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous proposez quand vous intervenez dans ce cadre-là? Bon, déjà, je crois qu'il faut prendre conscience que le lieu de travail a une importance fondamentale pour l'être humain. C'est pas seulement un lieu qui nous permet de manger. C'est un endroit quand même où on va vivre au minimum 8 heures par jour. Et si on calcule le temps qu'on va passer dans les transports publics, le temps où on va dormir, finalement, on passe plus de temps au travail que dans notre vie personnelle. Donc, on a quand même intérêt dans une vie, et tout ça jusqu'à un âge avancé. Donc, on a quand même intérêt dans une vie à être heureux à notre travail et puis faire un travail qui nous plaît. Bon, c'est une chose fondamentale. Bon, alors maintenant, pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la manière de trouver des solutions. Je crois que déjà, il faut que... D'abord, c'est un travail de tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux collaborateurs de changer si on ne demande pas au chef d'entreprise de changer. Et la première chose qu'un chef d'entreprise doit comprendre, c'est qu'il ne doit pas voir à court terme la vie de son entreprise, parce que le but c'est pas de dire au chef d'entreprise vous devez devenir un philanthrope, c'est pas ça, hein. Le but c'est de dire à un chef d'entreprise, ok, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez que votre entreprise marche, moi je vais jusqu'au bout, même si on parle à un chef d'entreprise qui est égoïste, allons-y, on va jusqu'au bout, hein. Si vous voulez que votre entreprise marche, faites en sorte de mettre entre les mains de vos employés une entreprise qui leur donne envie de rester, qui leur donne envie de travailler. Ce qui veut dire que déjà la première chose que je demanderai, que je propose, d'ailleurs c'est ce que je fais lorsque je fais une restructuration d'entreprise ou lorsqu'il y a une médiation, ce n'est pas parce que le chef d'entreprise vient me voir en me disant Madame Libertino, on a des problèmes au sein de l'entreprise, il va falloir que vous mettiez mes employés au pas. Moi, ça marche pas, hein. C'est que l'important, c'est que tout le monde se remette en question. Et la première personne qui va devoir se remettre en question, ça sera le chef d'entreprise, parce que c'est lui qui est en haut, et c'est celui qui est en haut qui doit avoir l'humilité de se remettre en question pour donner l'exemple et pour rassurer les employés qui, souvent, finalement, sont mis devant le fait accompli, parce que c'est pas eux forcément qui ont choisi de faire cette démarche. Donc déjà, la première chose que je propose, c'est que tous les chefs d'entreprise cessent de s'imaginer que s'occuper finalement de la spiritualité de leurs employés ou de s'occuper de leur propre spiritualité, ce sont des histoires d'église, ce sont des histoires de gens qui sont tombés sur la tête parce que eux ont mieux à faire, parce qu'ils doivent rentabiliser une entreprise. Pour moi, faire ce travail, c'est déjà rentabiliser une entreprise. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez peut-être définir ce que vous entendez par spiritualité? Vous en parlez bien dans votre livre. Vous définissez vous distinguez parfaitement spiritualité de foi. Est-ce que vous pouvez peut-être, oui, avant d'aller plus loin, dire qu'est-ce que ça veut dire de s'occuper de la spiritualité de ses collaborateurs? Alors finalement, pour moi, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion ou n'a rien à voir avec la foi. La spiritualité, c'est tout simplement prendre conscience de l'esprit qui est en moi, de la conscience qui est en moi. Et la conscience qui est en moi, mon esprit, c'est quoi? Mon esprit, ce sont mes dons, ce sont mes talents, c'est mon idéal, c'est ce que j'ai envie de faire de beau dans la vie. Et c'est tout ce qui peut m'amener, me conduire à faire des choses pour construire ma vie et aussi pour être responsable du monde, pour être responsable de la société, de ma famille, etc. Donc finalement, c'est quelque chose de tout à fait rationnel, mais en même temps qui demande un certain dépassement. Puisque si on parle d'esprit, on parle quand même de valeurs morales. On parle quand même de qualité à respecter. On parle d'idéal à retrouver. Mais toujours est-il que ce sont des choses qui sont purement humaines et qui ne sont pas du tout de l'ordre de la foi.
Vous introduisez un des chapitres de votre livre en disant « Le monde du travail souhaite nous voir responsables et performants. Notre société nous encourage à soigner notre apparence et à nourrir correctement notre corps, mais que fait-on de notre âme ?» Donc au fond, si je vous comprends bien, c'est un peu ça votre question qui dépasse largement le cadre du travail, qui est aussi parce qu'au fond, nos entreprises, nos institutions, nos organisations reflètent aussi l'état de notre société en général. En petit, bien sûr. Un peuple reflète l'état de notre société, une famille reflète l'état de notre société et une entreprise va refléter aussi l'état de notre société, tout en sachant également que notre société est la conséquence de ce que l'entreprise va faire, de ce qu'un peuple va faire et de ce qu'un individu va faire. Donc il ne faut pas minimiser le pouvoir de l'individu parce que un pouvoir multiplié par un certain nombre d'individus, ça fait un gros pouvoir, et multiplié par un nombre d'individus dans une entreprise, ça fait encore un gros pouvoir, et multiplié par un nombre d'individus dans une nation, ça fait aussi un pouvoir. Donc il ne faut surtout pas minimiser ce qu'un seul être humain peut faire, par exemple au sein d'une entreprise. Alors si on en revient aux solutions un petit peu plus concrètes, vous disiez déjà que ce que vous proposez tout d'abord, c'est au chef, que ce soit le chef d'entreprise ou le chef d'une équipe ou la chef d'une équipe ou responsable, aux dirigeants, déjà de changer leur propre façon de diriger. J'imagine qu'il y a aussi des responsabilités qui relèvent de chacun, finalement aussi des collaborateurs, collaboratrices. Qu'est-ce que vous proposez comme travail d'ensemble ? Alors, ce que je propose déjà, c'est une réflexion justement sur ces fameuses responsabilités, à savoir que le chef d'entreprise est responsable de déléguer correctement. Ça, c'est déjà une première chose, parce que déléguer, ça ne veut pas dire faire preuve d'autorité, ne veut pas dire écraser son personnel, et déléguer ne veut pas dire non plus se laisser faire par ce personnel, parce que j'ai aussi vu des chefs d'entreprise qui ont tellement peur du pouvoir que finalement, bien que leur personnel attende qu'il donne des ordres, ces ordres ne viennent pas, on verra que dans ce sens-là, les problèmes se manifestent aussi violemment et de la même manière que un chef d'entreprise qui écrase son personnel. Donc déjà, du point de vue de la direction, il y a une prise de conscience à faire quant à leur travail finalement en tant qu'individu, indépendamment de l'organisation et de la gestion financière. Maintenant, si on s'occupe du personnel, je ne pense pas que toute la responsabilité incombe à la direction, parce qu'il y a aucune raison. À partir du moment où des collaborateurs travaillent dans une entreprise, ces collaborateurs aussi sont responsables de la bonne marche de cette entreprise et sont responsables d'un idéal de l'entreprise, ce qui veut dire que une personne qui va travailler parce qu'elle veut faire l'alimentaire, à mon avis, elle n'est pas à sa place dans une entreprise, ou alors elle est malheureuse dans cette entreprise. Donc dans les deux cas, il faut agir. Dans le premier cas, ma foi, si elle n'est pas à sa place parce qu'elle n'est là que pour gagner sa vie et qu'elle ne participe pas à l'entreprise, elle n'a rien à y faire. Et dans le deuxième cas, si elle est malheureuse, il faut véritablement que tout le monde s'arrange pour qu'elle ne le soit plus et pour qu'on trouve les raisons de son mal-être, de sa difficulté. Ce qui veut dire que chaque collaborateur est responsable également de ce qu'il dit ou de ce qu'il ne dit pas. Est responsable de ce qu'il exprime, de ce qu'il n'exprime pas. Est responsable de ses demandes ou de son refus de demander, d'exprimer ce qui ne va pas. Voilà. Alors, évidemment que tout ça doit se faire d'une manière concrète. Et la plupart du temps, ce que je propose, qui ne se fait pas malheureusement, c'est que lorsque les réunions se font parce qu'on va voir si on a bien travaillé ou si on a gagné assez, je propose à l'entreprise de faire une réunion, en tout cas une fois par semaine. Bon, si c'est pas possible, de faire au moins une réunion une fois par mois, où lorsqu'on aura abordé les problèmes d'ordre matériel, on va aborder tous les problèmes d'ordre relationnel, d'ordre de la communication et les problèmes d'ordre émotionnel, pour savoir si tout le monde va bien, si tout le monde est heureux. Est-ce que cette personne a des problèmes avec une autre? Est-ce que il y a des conflits entre deux personnes? Est-ce qu'une personne est heureuse parce qu'elle fait un certain travail? Est-ce qu'une personne a l'impression de faire trop par rapport aux autres, etc. Et on voit. Là, je parle de mon expérience en tant que médiatrice. Même dans une médiation
où les gens viennent parce qu'ils sont obligés, parce que la plupart du temps, c'est le chef d'entreprise qui va demander la médiation, et les collaborateurs vont arriver en traînant les pieds parce que leur première action, c'est on va nous taper dessus, on va nous taper sur la tête, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va nous garder? Et en réalité, c'est pas ça du tout qui se passe, c'est qu'à partir du moment où le chef d'entreprise accepte déjà de parler de lui, parce que c'est la première personne que je vais faire parler. À partir du moment où il commence à parler de lui en tant qu'être humain, par rapport à ses demandes, ses besoins, son idéal, ses difficultés, mais on voit que tous ces gens qui au départ étaient arrivés avec la peur et ne voulaient pas parler, on voit que tous ces gens vont s'ouvrir et chacun va dire, voilà, moi je vis ça, vis-à-vis de telle personne, et ensuite on va pouvoir dire, moi je suis heureux pour telle raison, voilà comment je me situe par rapport à telle personne, et voilà cette personne que j'aime et que j'apprécie parce qu'elle a telle qualité. Et finalement, je n'ai jamais vu de difficulté dans ce genre de travail, parce qu'il suffit de rassurer les gens. Pourquoi les gens ne parlent pas? Ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur. Ils ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas habitués à parler. Non pas parce que, au fond, ils n'en ont pas envie. Parce que je vois très bien que lorsqu'on leur donne la possibilité de le faire, très rapidement, tout est mis sur la table. Mais finalement, ça demande des compétences qui sont quand même des compétences qu'on n'a pas du tout ni l'habitude de valoriser, ni l'habitude de développer. Si je regarde les programmes de développement des cadres ou même de développement du personnel, que ce soit formation continue en entreprise, il y a relativement peu de formations qui s'intéressent vraiment au développement des compétences propres à gérer l'émotionnel, à gérer tout ce dont on vient de parler. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une incompétence dans peut-être que certaines personnes seraient très motivées à le faire, mais qu'elles n'osent pas le faire parce qu'elles n'ont pas de compétences. J'ai eu l'occasion récemment de m'entretenir avec une personne qui a beaucoup travaillé avec vous, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui n'a malheureusement pas pu faire le voyage depuis Tunis, qui travaille pour la Banque africaine de développement, qui racontait à quel point ce travail-là change l'image d'un chef, de ce qu'est un dirigeant d'une équipe, qui doit être compétent pour vraiment, qui doit avoir des compétences de médiateur finalement pour animer son équipe, pour prendre chacun dans son individualité, avec ses qualités, avec ses problèmes, et animer en fait cette discussion. Et le premier qui doit justement se remettre en question, comme vous l'avez dit, c'est déjà lui. Donc est-ce que ces compétences s'acquièrent ou est-ce qu'on est doué pour gérer en fait cette partie-là de l'être humain, on va dire, ou est-ce qu'on peut finalement le développer comme on a développé d'autres parties qui sont de l'ordre de la gestion financière ou autre? Alors, je pense qu'on pourrait dire finalement aux deux solutions, à savoir que certainement que des gens viennent sur Terre en étant beaucoup plus doués que d'autres. Pourquoi? Parce que si une personne naît avec des tendances à être à l'écoute des autres, si cette personne a une générosité innée à sa naissance, il est évident qu'elle aura beaucoup plus envie de s'intéresser à son collègue de travail ou à ses employés. D'ailleurs, on voit que sans formation, certains chefs d'entreprise sont des gens qui rendent leurs collaborateurs heureux. Et j'en connais, j'en connais peu, c'est vrai, mais j'en connais. Je connais des chefs d'entreprise qui simplement par leur charisme, par leur amour des autres, avec un côté un petit peu paternaliste quand même, mais malgré tout, ça fait rien. Je veux dire, ce sont des gens qui ont des employés depuis de nombreuses années parce que ces employés se sentent aimés, comme dans une grande famille. Alors il est évident que certaines personnes sont douées au départ. Mais le fait que nous soyons doués ne veut pas dire que les autres ne sont pas capables, puisque si je suis doué pour quelque chose, ça veut dire que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui est inné que d'autres n'ont pas encore. Ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas. C'est pas pareil, que d'autres n'ont pas encore. Ce qui veut dire que ceux qui ne l'ont pas encore vont pouvoir l'apprendre. Et je vois aussi que parmi tous les gens qui viennent travailler avec moi, il y a des gens au départ qui sont censés ne pas être doués du tout. Pour la générosité, pour l'écoute, mais simplement parce que ce sont des gens qui ne savent pas, on leur a pas appris. C'est comme si essayons peut-être de nous imaginer que on supprime les études, on supprime l'école primaire, on supprime l'école secondaire, on supprime l'université, et ensuite on va dire aux gens, allez, montez une entreprise. Voilà, apprenez à gérer une entreprise, faites tout ce qu'il faut pour que ça marche. Il est évident que, d'ailleurs, tout le monde va rire si je dis ça, parce que tout le monde sait que pour quand même arriver à faire quelque chose dans notre société,
Bien sûr qu'il y a des gens qui sont autodidactes, même si on est autodidacte, de toute façon, il faut travailler. Hein. Donc, il faut apprendre quelque chose. Alors, pourquoi ne pas admettre que le métier d'homme s'apprend également? Être un homme au départ, c'est une fonction qui existe, mais cette fonction n'existe pas parce que je nais, que je suis un corps humain. Cette fonction s'apprend au fur et à mesure que je vais grandir. Et être un être humain, c'est avoir des valeurs morales, c'est construire quelque chose à l'intérieur de moi, construire une maison à l'intérieur de moi. Et cette maison, il ne faut pas qu'elle soit bancale. Donc, pour répondre à votre question, bien sûr que ça s'apprend. Et ça s'apprend très bien. Et tous les gens qui l'apprennent sont beaucoup plus heureux et rendent les autres beaucoup plus heureux. Donc, ça vaut la peine. Ouais. Pour revenir peut-être à cette forme d'apprentissage, est-ce que un responsable finalement d'une entreprise qui voudrait travailler avec vous ou d'une équipe peut obliger les autres à apprendre? Est-ce qu'il faut être très motivé pour développer cette compétence spécifique? En fait, cette compétence spécifique est quand même la compétence peut-être essentielle, puisque c'est apprendre à devenir un être humain. Finalement, c'est ce que vous dites Apprendre à devenir un être humain heureux. Un être humain heureux. D'accord. Il y a une nuance. Ouais, très importante. Donc, pour apprendre, est-ce qu'on peut obliger finalement quelqu'un à devenir un être humain, à apprendre à devenir un être humain? Est-ce qu'on est tous motivés pour le bonheur ou non? Est-ce qu'on peut forcer le pas ou pas? On va peut-être essayer d'imager ça d'une autre manière. Hein. Si on apprend à un enfant, si on envoie un enfant si on habitue un enfant à manger chez McDonald's tous les jours, hein, est-ce que vous pouvez vous imaginer que ces papilles gustatives étant formatées pour le goût McDonald's, pour manger des frites et ce genre de choses, est-ce que vous pensez que cet enfant va aimer les petites herbes, l'ail, l'oignon, les bonnes choses de la vie, pour nous qui sont des bonnes choses de la vie, mais qui ne seront pas des bonnes choses pour lui parce que son goût ne sera pas formaté à cela? Bon. Alors, il est évident que on peut comprendre que tout est programmation chez l'être humain. Hein. Ce qui veut dire que l'enfant qui en grandissant va vouloir tout le temps aller manger chez McDonald's parce qu'il va dire que c'est bon. Nous savons que c'est pas bon pour sa santé. Eh ben, c'est exactement la même chose. C'est ça. C'est que à partir du moment où on habitue l'être humain à vivre de cette manière-là, c'est-à-dire de se contenter de ce qu'il a parce qu'il est habitué à fonctionner comme ça, en lui disant qu'il ne peut pas vivre autrement et qu'il doit être content déjà parce qu'il a du travail, qu'il gagne sa vie et qu'il n'a pas à se plaindre. Est-ce qu'un être humain va se dire « moi j'aimerais autre chose » Non, parce qu'il a ce goût-là dans la bouche, il a ce goût-là dans sa vie et il va avoir l'impression que finalement le bonheur c'est ça. Il sera satisfait, mais comme il n'aura jamais connu le bonheur ne peut pas lui manquer puisqu'il ne le connaît pas. Alors, le but de l'opération, c'est d'apprendre justement à une personne que si elle est formatée pour un goût, ça ne veut pas dire que les goûts qu'on va lui proposer d'essayer ne sont pas meilleurs. Mais c'est vrai qu'il va falloir lui demander de faire un effort pour goûter ces choses qu'elle ne connaît pas, parce que tout ce qui fait partie de l'inconnu chez un être humain lui fait peur. C'est le principe de la peur, c'est ça en fait. Le principe du doute, c'est ça, c'est que je ne connais pas. Donc si j'essaye, est-ce que vraiment ça va me convenir? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais réussir? Alors pour répondre à votre question, effectivement, il y a deux solutions, je dirais, dans ce travail pour une entreprise. Et j'ai d'ailleurs des contacts différents selon les entreprises qui me demandent de faire un travail avec elles. Et certaines entreprises, il m'est arrivé d'ailleurs dernièrement, une entreprise qui m'a contacté pour me demander justement de faire un travail de médiation parce que il y a énormément de conflits au sein de l'entreprise parmi les cadres. Alors évidemment que j'ai demandé à cette entreprise ce qu'elle proposait et la première question que je lui ai posée, c'est est-ce que vous exigez que les cadres viennent participer à ce travail ou est-ce que vous les laissez libres? Et l'entreprise me répond écoutez, on voudrait vraiment, parce que c'est indispensable que ces gens viennent, parce qu'il y a vraiment de trop gros problèmes, c'est insupportable, mais on ne peut pas se permettre d'exiger parce que ce n'est pas comme ça que nous faisons. Voilà. Ben pour moi, la discussion s'arrête là. C'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où il y a un problème, si on veut résorber le problème, on ne peut pas
faire du politiquement correct, on ne peut pas avoir l'hypocrisie de dire on veut gérer les problèmes, mais en même temps, on ne veut pas imposer aux gens qui ne connaissent pas le fait qu'on peut aller très bien de faire un travail pour aller bien. C'est pas possible. Parce que la personne qui a une certaine connaissance va devoir d'une certaine manière imposer aux autres ce qu'elle connaît pour que les autres puissent être rassurés et pour que les autres puissent faire ce travail. Et d'ailleurs, je vois dans les entreprises qui jouent le jeu que la plupart du temps, les gens sont tellement contents qu'ils en redemandent, mais si une personne ne veut absolument pas participer, elle va s'exclure d'elle-même et c'est elle qui partira de l'entreprise. Et l'entreprise va trouver un équilibre parce qu'il va y avoir vraiment une cohésion entre la direction, entre les collaborateurs. Et je vais retrouver des collaborateurs qui, au départ, n'avaient plus envie de travailler, disaient ne plus aimer leur métier, et qui disent un jour, mais en fait, ce n'était pas mon métier que je n'aimais pas. C'était l'ambiance qu'il y avait dans mon entreprise. Et ce sont des gens qui retrouvent le goût du plaisir dans leur travail. Donc, je dirais vraiment qu'il faut exiger. Au départ, il faut exiger. Et après, les choses se font d'elles-mêmes. Il faut exiger pour reformater au bonheur, en fait, voilà, du travail en équipe, en groupe, de manière dans le collectif. Peut-être que une chose qui appuie un petit peu aussi ce que vous dites, c'est que la plupart du temps dans les équipes de travail ou les entreprises, j'imagine que c'est comme ça aussi qu'on vient vers vous, on s'occupe des problèmes d'ordre émotionnel quand ça va vraiment plus. Donc en fait, c'est déjà la catastrophe. Donc on associe aussi au travail sur l'émotionnel un travail qui est douloureux, qui est de l'ordre de la souffrance, qui est de l'ordre de vraiment de gérer des situations qui sont devenues des situations impossibles, alors qu'on devrait travailler en amont pour s'assurer que ces situations-là, que les situations ne se dégradent pas, ou même bien plus qu'elles ne se dégradent pas, qu'elles soient vraiment des situations heureuses où chacun puisse trouver sa place. Je dirais même qu'on considère que c'est de l'ordre de l'inutile. Ouais. Voilà, c'est ça aussi. C'est que ça rentre pas dans le schéma dans une entreprise soit de la réussite, soit du gain. C'est ça le problème. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que pour faire avancer le monde, il ne faut pas rejeter les choses. Moi, je vois pas en quoi c'est dérangeant qu'une entreprise veuille gagner de l'argent. De toute façon, ça fait partie de notre vie. On doit gagner de l'argent pour payer nos factures. Mais à ce moment-là, qu'on gagne de l'argent correctement. Mais l'état d'esprit actuel de notre société, qui est en train quand même un petit peu de changer, parce qu'il y a tellement de problèmes partout qu'on peut quand même se remettre en question. Mais l'état d'esprit actuel, c'est il faut gagner de l'argent, il faut être rentable, et d'autant plus aujourd'hui il faut être rentable parce qu'avec la crise, on a encore plus besoin parce qu'on est en danger de gagner notre vie pour ne pas subir cette crise. Alors qu'en fait la crise pour moi est aussi une conséquence de tout ce dont on est en train de parler. Et on pourrait aussi se poser une autre question, à savoir que est-ce qu'un chef d'entreprise s'autoriserait de dire à un employé « Ah ben tiens, ce travail, vous ne voulez pas le faire, mais c'est pas grave, ne le faites pas, je le donne à quelqu'un d'autre. » Voilà. Déjà, cette question paraît tellement saugrenue. Le travail d'être un être humain au sein d'une entreprise, elle est tout aussi important. C'est pour ça que je dis que c'est important d'exiger que les gens prennent conscience que leur travail d'être humain au sein d'entreprise a autant d'importance que le travail rationnel. Est-ce que ça change aussi la définition des critères qu'on devrait adopter pour savoir qui devrait avoir finalement la responsabilité de diriger d'autres personnes? Parce que les critères pour diriger? Alors peut-être vous pouvez répondre directement à cette question. Quels sont les critères pour vous qu'une personne devrait avoir pour diriger, pour avoir pleinement être en mesure d'assumer cette responsabilité de diriger d'autres personnes? Je pense que le premier critère qu'elle devrait avoir, ça va peut-être vous étonner, mais c'est l'humilité. Alors que c'est un peu le contraire. On a l'impression que les gens qui dirigent, ce sont les gens les plus ambitieux, les gens qui ont une conscience de leur pouvoir, qui veulent le plus réussir.
Mais l'ambition, pour moi, n'est pas négative, à condition qu'on soit capable d'être humble. Et le fait d'avoir une entreprise ne me rend pas supérieur pour autant. Le fait d'avoir une entreprise me permet d'avoir, ou existe parce que j'ai certaines qualités que d'autres n'ont pas, il est vrai. Mais ces qualités ne sont rien si je n'ai pas des collaborateurs qui viennent travailler pour que ces qualités puissent aussi être mises en exergue. Donc la première qualité qu'un chef d'entreprise devrait avoir, c'est l'humilité. Quand je parle d'humilité, je ne parle pas de modestie. Ce sont deux choses complètement différentes. Quelle est la différence, peut-être ? Alors, la différence entre l'humilité et la modestie est celle-ci. L'humilité va permettre à une personne de connaître ses faiblesses, de connaître ses vulnérabilités et d'être consciente de ses forces et de s'aimer telle qu'elle est et de se respecter de cette manière-là. Donc cette attitude vis-à-vis d'elle-même, cette connaissance d'elle-même va lui apporter une grande maîtrise. Maîtrise de nouveau à ne pas confondre avec le contrôle, puisque la maîtrise va permettre à un chef d'entreprise de faire face à certaines situations, déjà sans s'énerver, sans se mettre en colère, ou peut-être d'assumer une colère tout en reconnaissant d'avoir été en colère et en s'excusant, et va permettre à cette personne d'avoir une certaine neutralité qui va lui permettre de faire des choix corrects, d'être neutre, j'ai déjà dit, d'avoir une certaine clairvoyance, une certaine clarté pour les choix de son entreprise, pour la gestion de son entreprise, et aussi pour la place où elle va mettre ses collaborateurs, où ils seront le plus heureux, et donc, s'ils sont plus heureux, où ils seront le plus rentables aussi. Et la modestie ? La modestie vient d'un sentiment d'infériorité, donc ça ne sera pas forcément bon ni pour le chef d'entreprise, ni pour ses employés. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres qualités dont vous aimeriez parler encore par rapport à part l'humilité ? Alors, par l'humilité, un chef d'entreprise doit avoir une conscience de son pouvoir. C'est très important. Pourquoi ? Parce que le pouvoir va lui permettre d'être déterminé quant au choix de son entreprise, comment il veut la gérer, ce qu'il veut en faire, comment il veut aussi déléguer à ses employés. Et cette notion du pouvoir n'a rien à voir encore une fois avec l'autorité, mais un chef d'entreprise doit être conscient qu'il possède une force, que cette force est indispensable pour que ses employés soient rassurés. Parce qu'à partir du moment où on donne des ordres, il faut que ces ordres soient considérés comme étant donnés par une personne qui a une puissance, une force, un charisme qui est digne de respect. Donc c'est important que ce chef d'entreprise accepte son pouvoir et en fasse quelque chose de correct, tout en étant, troisième qualité, tout en étant responsable, à savoir que là, il est responsable des êtres humains qui sont en face de lui, il est responsable du bien-être de ses employés, il est responsable de la bonne gestion de son entreprise, et il est responsable également des relations entre ses employés. Parce que nous voyons bien que si la tête d'une entreprise ne va pas, tout le reste ne va pas aller. Bon, une autre qualité qui me paraît indispensable quand même pour une entreprise, même si c'est une entreprise qui est faite pour gagner de l'argent, on en a parlé quand même hier, c'est l'idéal. Même si on ne parle pas d'institution, il me semble qu'une entreprise va mieux marcher si l'idéal est défini par le chef d'entreprise et que cet idéal soit exprimé, qu'un collaborateur, un employé ne soit pas considéré comme quelqu'un qui va devoir faire du chiffre d'affaires, mais qui en même temps peut participer à l'élaboration d'un idéal, à l'élaboration de quelque chose, d'une maison qui va se construire et qui pourrait apporter quelque chose à l'humanité. Et je pense que cet idéal doit être défini aussi par le chef d'entreprise chaque fois qu'un collaborateur vient au sein de cette entreprise, et ça doit être discuté aussi lors de ces fameuses réunions dont je parlais tout à l'heure. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup d'informations à donner, de points abordés. Je vois que le temps avance. Il nous reste à peu près 10 minutes. Je ne sais pas si quelqu'un souhaiterait poser une question ou exprimer un point de vue, demander des clarifications sur des situations concrètes de travail qui peuvent être vécues par vous, par des proches, pour avoir un point de vue de Martine Libertino. On a un micro à disposition, je pense, quelque part. Est-ce qu'une personne courageuse souhaite prendre la parole ?
Si c'est pas le cas, n'hésitez pas encore à faire signe. Sinon, on peut aussi se retrouver un moment pour en discuter après, ou bien au stand de Martine Ibertino. Peut-être pour aborder encore quelques questions qui sont un petit peu plus concrètes sur des cas. Je pense que les cas de ce fameux burn-out qui préoccupe beaucoup de personnes, de cet épuisement professionnel. Est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue là-dessus, sur les causes, mais aussi sur les solutions qu'on peut y apporter? Alors, je dirais qu'il y a différentes causes. On pourrait peut-être voir les deux causes principales. La première, souvent, arrive lors de situations conflictuelles entre soit un chef d'entreprise et un collaborateur, soit entre deux collaborateurs. Ça peut être aussi dans l'autre sens, d'ailleurs, un collaborateur qui fait preuve de pouvoir à l'égard d'un cadre ou d'un chef d'entreprise, et on assiste à ce moment-là à des relations qui deviennent au fil du temps conflictuelles parce qu'il y a un problème de harcèlement. C'est un sujet quand même qu'on aborde souvent dans notre société, qui est très connu, le harcèlement. Et ce qui est important, ça serait peut-être, parce qu'on aborde toujours la solution du point de vue du harceleur, hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui va profiter de son pouvoir, qui va abuser de son pouvoir, qui va faire du mal à l'autre personne, qui va l'humilier, qui va lui donner un travail peut-être dévalorisant, qui va être désagréable ou qui va l'ignorer. Mais on ne se place pas du point de vue de la personne qui est la victime, parce que, évidemment, on la considère comme victime, et on va toujours dire que le responsable, c'est celui qui fait le harcèlement. Alors, c'est vrai qu'il est responsable des erreurs et des méchancetés et de la violence qu'il va exprimer vis-à-vis de l'autre, mais en même temps, lorsque j'ai des situations qui apparaissent de cette manière-là, je vais surtout rendre attentive la personne qui vit le harcèlement à son problème, en lui disant, mais au fond, est-ce que vous posez la question sur votre propre responsabilité, pourquoi ça vous arrive à vous, cette personne va se rendre compte, parce que c'est ce que je vais lui montrer, elle va se rendre compte qu'au fond elle subit ce harcèlement parce qu'elle a peur, hein, et parce qu'elle n'ose pas rétorquer, et qu'à certains moments, il faut le dire, elle va faire preuve de lâcheté. Et au lieu d'affronter les rapports de force, au lieu d'affronter cette personne, comme elle a peur de perdre sa place, elle va accepter ce harcèlement jusqu'au moment où, évidemment, la dualité qui est en elle, parce que elle va accepter ce harcèlement parce que sa raison lui demande d'accepter. Mais on revient à son problème émotionnel. On revient même, reparlons de son âme, reparlons de son esprit. Est-ce que son être intrinsèque, est-ce que son âme qui est pure et qui veut être respectée va accepter ça longtemps, voyez? Donc à l'intérieur d'elle, il va y avoir des frustrations, il va y avoir une souffrance. Il va y avoir un sentiment de révolte, un sentiment d'injustice, de la colère, et tous ces sentiments, enfin toutes ces émotions vont se trouver refoulées parce qu'elle ne va pas oser l'exprimer, parce qu'elle ne va pas oser se positionner, et c'est cette situation-là qui va provoquer cette fameuse dépression, ce fameux burn-out qui va la mener chez un médecin, qui va lui donner des médicaments, qui va lui dire qu'elle est malade, alors qu'en fait elle n'est pas du tout malade, simplement elle n'a pas eu l'attitude adéquate face à une situation qui est récurrente et qui est beaucoup trop lourde à porter pour elle. Et dans le cas d'une personne qui a ce problème, moi je ne vais pas lui donner de médicaments, je vais lui donner une marche à suivre, je vais lui donner de nouvelles attitudes à avoir, je vais lui permettre, l'aider pour qu'elle puisse voir les problèmes émotionnels qui l'empêchent d'agir, qui l'amènent à avoir peur, et je vais l'amener finalement à prendre le risque de se dire, mais ma dignité passe avant tout, et ça je ne peux pas l'accepter. Et elle va accepter son pouvoir, sa détermination pour pouvoir affronter la situation. Et la plupart du temps, la situation se tourne à son avantage, à savoir que soit la personne qui l'a harcelée s'arrête, soit la personne, comme par hasard, un hasard extraordinaire, va partir, soit elle va trouver un travail qui lui convient beaucoup mieux. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas vient dans la situation d'une personne qui aurait un sentiment de responsabilité beaucoup trop grand. Et cette personne va
par un effet de générosité au départ, par sa responsabilité, cette personne va avoir tendance à toujours penser que, d'abord, elle est indispensable, que elle ne peut pas décemment pas laisser son travail quand elle pourrait avoir à s'occuper d'elle-même ou à faire d'autres choses. Lorsqu'on lui demande de faire un surplus par rapport à ce qu'elle a déjà, elle ne pourra pas dire non parce qu'elle va toujours se dire j'ai un petit quoi à donner encore parce que les autres ne peuvent pas. Et lorsqu'elle va se dire mais je pourrais quand même laisser aux autres faire le travail parce que moi j'en ai trop, sa culpabilité va l'amener à se dire non c'est pas possible parce que au fond je suis une égoïste et je devrais faire un peu plus parce que je n'en fais jamais assez. Et cette personne va avoir une attitude comme ça pendant des années au sein d'une entreprise, en général sans se plaindre, ou alors peut-être qu'elle va se plaindre par à-coup en étant de temps en temps, en ayant de temps en temps un petit coup de colère ou en faisant la tête dans son coin, ou en ayant des frustrations à l'intérieur d'elle, en se disant j'en ai marre, j'en peux plus, je supporte plus, j'ai un fardeau sur le dos et je trouve pas normal parce que je vois que certaines personnes ne travaillent pas et moi je suis toujours la dernière à rester au travail, parce qu'en général c'est l'attitude de cette personne récurrente, c'est que c'est la première à arriver, c'est la dernière à partir, et elle a toujours tendance justement à sacrifier sa vie privée, à sacrifier ses plaisirs, et elle va toujours se dire je fais d'abord ça, et quand j'aurai fini ce que j'avais à faire, quand j'aurai fini toutes mes obligations, mes devoirs, alors là je vais pouvoir enfin être heureuse de me faire plaisir, parce que je l'aurais mérité. Le problème dans cette histoire, c'est que quand par hasard elle a un petit bout de temps pour se faire plaisir, elle est tellement épuisée et frustrée que de toute façon, elle n'en a plus envie. Voilà. Alors évidemment que si on s'imagine une situation tout au long des années pour une personne, pour un collaborateur, même un chef d'entreprise, pour un collaborateur qui va vivre jour après jour, mois après mois, année après année cette situation, ben là aussi, il va y avoir une espèce de contentement intérieur qui va lui faire dire ah mais quand même, je suis un employé parfait, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, je suis quelqu'un d'honnête, mais en même temps, une part de lui va vivre une frustration totale, terrible, parce qu'il va se sentir sacrifié, il va se sentir mis à l'écart, et ça sera d'autant plus difficile pour cette personne, c'est que quand par hasard elle va se plaindre du bout des lèvres, on va lui dire mais t'en fais pas, tu verras, tu vas t'en sortir parce que tu es forte. Tu peux faire encore beaucoup, beaucoup plus que ce que tu fais. Et cette personne va avoir vraiment un sentiment de frustration totale qui un jour va l'amener à cette fameuse dépression. Et ce qui est intéressant de voir dans cette situation, c'est que au fond, on se dit, mais pourquoi elle a une dépression ? Parce que, bon, elle travaille, c'est tout. Elle a une dépression parce que c'est une personne qui va se négliger complètement et qui ne va pas voir où sont ses limites. Et comme elle ne voit pas voir où sont ses limites, un jour ou l'autre, elle va tomber d'épuisement. Et il y a une seconde raison à cela, c'est que cette personne ne se donnera jamais l'autorisation de s'arrêter simplement parce qu'elle doit se reposer. Parce que se reposer pour elle, c'est une honte, tout simplement. C'est un signe d'égoïsme, c'est un signe d'irresponsabilité. Et c'est vrai que ça sera beaucoup plus simple pour elle de se dire « je m'arrête parce que je suis malade, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que je suis malade, donc l'honneur est sauf ». Voilà. Et ce sont des gens qui vont arriver, après quelques années de travail, soit à la fuite, soit à la maladie, au burn-out, parce que c'est la solution la plus commode pour pouvoir se reposer pendant quelques temps. Alors ce que je propose, c'est qu'évidemment, on trouve d'autres solutions avant d'arriver là, puisque à partir du moment où je dois m'arrêter parce que je souffre, parce que mon corps souffre, d'une part je ne résous rien pour moi et je ne résous rien pour l'entreprise. Donc le but c'est de résoudre avant, de trouver la solution avant. Donc si je vous suis bien, le burn-out quelque part se prépare bien avant l'épisode de l'épuisement et peut être dû à n'importe quel problème émotionnel récurrent d'une personne qui ne s'attacherait pas à dépasser ce que vous appelez ces programmations émotionnelles. Là, vous avez parlé de cette responsabilité. Ça peut être aussi d'autres problèmes émotionnels. En fait, tout problème peut amener au burn-out s'il n'est pas traité. Oui, mais je dirais que ce sont quand même on peut vraiment regarder ces deux sujets comme des situations récurrentes dans une entreprise, la personne la plus responsable qui à un moment donné ne peut plus tenir le coup, ou la personne qui souvent aussi a une attitude, je dirais, faible
ou pas humble mais modeste face à ses collègues de travail ou à son chef d'entreprise, et qui va être une proie facile pour pouvoir être justement écrasé. Et ce sont quand même les deux situations les plus importantes qu'on va trouver dans les entreprises. Et si on prend, parce que quand même il faut donner une solution, il ne faut pas seulement parler des choses négatives, si on prend le premier cas concernant la personne qui va se faire écraser, la première chose que je vais lui apprendre, c'est de prendre conscience de sa force, de prendre conscience que son pouvoir n'est pas négatif et que si elle l'accepte, elle n'en fera rien de mal et qu'elle ne va pas devenir comme la personne qui la harcèle. Je vais lui expliquer que son pouvoir est un acte de détermination, un acte de positionnement qu'elle va faire dans la société, déjà pour elle-même, pour son propre développement, et puis pour être capable d'agir face à des gens qui ne sont pas forcément honnêtes, parce qu'on ne vit pas dans un monde où il n'y a que des gens honnêtes. Et cette personne ne va pas apprendre à se défendre, elle va apprendre à être, elle va apprendre à agir, à exister, indépendamment de tout ce qui pourrait faire peur à son subconscient. Et c'est ce que je vais appeler le courage, en fait. Parce que le courage, il ne faut pas confondre le courage et l'irresponsabilité ou l'inconscience. Le courage, c'est être capable d'agir, de faire ce qui est juste, même si mon subconscient a peur, même si j'ai peur. Et cette personne va apprendre à se déterminer. Et cette capacité qu'elle va développer de se déterminer va l'amener à accepter le risque, justement, soit d'être mis à la porte, soit d'avoir des problèmes. Et le fait d'accepter le risque fait qu'elle n'aura plus peur. Et si elle n'a plus peur, elle ne va pas tirer cette situation négative. Bon, je conclus vite par rapport aux responsables quand même, qui ne soient pas frustrés, encore une fois. C'est que concernant le responsable, le conseil que je vais lui donner, c'est d'arrêter de se négliger, d'arrêter de s'imaginer qu'il est indispensable et d'arrêter de se culpabiliser parce qu'il n'en fait pas assez. Cette personne va devoir apprendre qu'elle a des limites, que c'est un être humain comme tout le monde et qu'à certains moments, même si les autres lui disent quand même tu pourras en faire plus, t'es un égoïste, qu'elle accepte d'entendre qu'on lui dise qu'elle est égoïste et de dire non parce que je ne peux pas, parce que je suis fatiguée et parce que d'autres peuvent le faire aussi pour moi. Donc pour conclure, puisqu'il est malheureusement déjà l'heure de conclure, en dépit de tout ce qu'on pourrait encore dire sur votre ouvrage et puis aussi sur les solutions que vous proposez, tout ce que la réflexion que vous venez de mener sur ces deux types de problèmes émotionnels qui peuvent mener à des situations d'épuisement, de burn-out, de dépression au travail, aurait pu aussi être prévenu si l'équipe de travail ou le chef d'équipe, la chef d'équipe, les responsables avaient été capables au fond d'orienter cette personne par rapport à soit le fait qu'elle se néglige, qu'elle travaille trop, qu'elle se laisse dépasser, qu'elle se sacrifie au fond, qu'elle n'a pas un rapport juste à sa responsabilité, ou dans l'autre cas d'aider une personne à utiliser sa force pour. Donc en fait, selon vous, ce qu'il faudrait mettre en place au travail, c'est ça, c'est la capacité de chacun à orienter aussi les autres et à les aider à rester justes par rapport à leur équilibre émotionnel, Mais c'est ce qui se passe au sein des équipes qui travaillent avec moi, à savoir que chacun est le gardien de l'autre. Et si une personne prend le dessus sur les autres parce qu'elle a un caractère très fort, les autres vont lui dire voilà, tu t'es comporté avec cette attitude, et elle-même sera capable de se remettre en question et de dire oui, c'est vrai, parce que il n'y a pas de critique. Quand on commence à vivre de cette manière-là et à fonctionner de cette manière-là, il n'y a pas de critique, il n'y a que du partage. Et si une personne ne se sent pas critiquée, elle est capable de se remettre en question. Et au sein de ces équipes-là, une personne qui en fait trop va être remis au pas par ses collègues de travail en disant non, là tu arrêtes, tu en fais trop et tu verras, tu vas t'épuiser, tu vas mal travailler, tu vas faire des erreurs. Et finalement, c'est une espèce d'autorégulation qui va se mettre en place et il n'y a même plus besoin de prévision à un moment donné puisque c'est un partage qui devient naturel au même titre qu'on va calculer combien on a gagné à la fin de l'année, on va calculer les bons points qu'on s'est donnés et les plaisirs qu'on a eu à travailler ensemble. Magnifique. Je pense que c'est une excellente conclusion qui nous montre que c'est pas effectivement une utopie, mais bien plutôt une nécessité, que vous avez une marche à suivre aussi à proposer dans ce domaine. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations partagées avec nous. Et pour ceux qui sont intéressés par la réflexion, on peut la continuer au stand de Martine Libertino. Des éditions Duchamp. Des éditions Duchamp, pardon, qui se trouve au numéro B453. Merci beaucoup à tout le monde et merci à Martine Libertino. Bonne fin de journée. Merci.